Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end, ce fut intéressant, reposant, je l'espère en tout cas pour vous, ravi de vous retrouver pour ce lundi, nous sommes le 7 décembre et vous êtes bien sur France Maghreb 2 en cette fin d'année 2020, l'année la plus pourrie qu'on ait connue depuis bien longtemps. Avec justement en discussion aujourd'hui les fameux Black Blocs qui sont présents régulièrement dans les manifestations et encore celles de samedi. Et pourtant, les policiers ne font rien, ne les interpellent pas, alors que, eh bien, on nous disait, pas plus tard que la semaine dernière, via Madame Kebab, la meilleure amie de Gamal Abina, eh bien, nous disait qu'on les connaît, on sait les appréhender, mais on ne les arrête pas. Pourquoi ? C'est la question qu'on peut éventuellement se poser, qu'on vous pose sur le grand forum FM d'aujourd'hui. Vous y répondez sur Twitter et vous y répondrez avec nous tout à l'heure. On parlera aussi des fameuses caméras piétons avec Monsieur Gamal Abina, que je salue. Bonjour Gamal. Bonjour. Les caméras piétons vont-elles nous sauver, c'est ça ? Sauver la police. Sauver la police, c'est la question que tu poseras. L'avis tranché hebdomadaire de notre ami Nasser Lajili. Comment ça va mon Nasser ? Bah ça va, impeccable Christophe. Alors, il y a bien un avis tranché, j'espère. Oui, bien sûr. Bon. Non, t'inquiète pas, je t'aurais dit très bien. Si j'avais eu un souci. Dans quelques minutes, on verra d'ailleurs que durant ce confinement, et ça a bien commencé d'ailleurs bien en amont, qu'il y a beaucoup de monde qui supporte très très mal ce confinement. Et du coup, nous appellerons un copain, David, qui a mis en place une cellule d'écoute via Zoom. C'est tout à fait gratuit et c'est avec donc une psychologue professionnelle qui s'est encadrée. Lui, en tant que coach sportif, il nous expliquera un petit peu le concept. Il y a eu des blessés lors de cette manifestation samedi, à l'image de Richard P, qui est un gilet jaune bien connu, qui en fin de manifestation s'est pris une grenade de désencerclement et on lui a amputé ainsi les 5 doigts de la main droite. Et nous aurons son avocat au téléphone tout à l'heure, Philippe Deveul, qui sera avec nous, maître Philippe Deveul, à 17h. Nous allons parler aussi d'un autre sujet du côté du Blanc-Ménil, mon cher Gamal, une association qui a été mise à mal, on peut le dire. Gamal, raconte-nous un peu l'histoire. Très rapidement, donc c'est une association caritative qui porte secours à des gens qui ne peuvent pas se nourrir au quotidien. Donc quasiment 4 fois par semaine, ils faisaient un peu comme les Restos du Cœur, ils distribuaient de la nourriture gratuitement. Et il se trouve qu'il y a à peu près une quinzaine de jours, un peu moins de 15 jours, il y a eu une attaque qui a été identifiée comme criminelle, au cours de laquelle ils ont brûlé le stock de nourriture qui a été collecté difficilement dans ces temps de pandémie. Donc ils ont brûlé le stock de nourriture intentionnellement, et la réserve évidemment. Et depuis, ils sont en difficulté et on va les entendre tout à l'heure pour expliquer ce qui se passe. Il y a la procédure judiciaire qui a été entamée, enfin l'enquête de police, pour expliquer leur situation telle qu'elle se présente aujourd'hui de façon très dramatique en vérité. L'association s'appelle Esperanza ? C'est bien cela. Et ils nourrissent 45 familles pour vous donner à peu près l'impact de ce geste. Donc c'est assez calamiteux, sachant qu'aujourd'hui il y a des familles qui sont très très démunies à cause de la crise. La belle histoire est aussi avec nous en ce lundi. Oui, je sais, c'est pas souvent, mais il est là aujourd'hui. Bonjour la belle histoire. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Nasser. Bonjour. Et bonjour Christophe. Bonjour. Et bonjour. Et bonjour Gamal, évidemment. Il m'a oublié. Non, il t'a pas oublié. Ça a coupé. Ça a coupé, Ouais, excuse-moi. Bonjour alors. La belle histoire est très polie, fais gaffe. Je sais, c'est pour ça que je l'ai tenais, ça ne me ressemble pas. Oui. Alors, la belle histoire, Gamal, Nasser, on commence traditionnellement cette émission par un petit quiz. Allez, hop, Quiz. Sachant que le Abina il va se faire défoncer aujourd'hui. C'est sûr. Ah oui, il y a la belle histoire. Il est bon la belle histoire. Attention, des questions en rapport avec la date du 7 décembre, messieurs dames. Quel pays africain obtient son indépendance de la France en 1960 ? Congo ? Non, ce Le n'est Mali ? pas le Congo. Sénégal ? Ce n'est pas le Mali. Sénégal, Ce Mali. n'est pas le Sénégal. En 60, la Tunisie. Non, pas 60, du bêtise. Non. 60. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une bonne réponse, monsieur Nasser Lajili. Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés en Premier point. cascade. 1990, qu'est-ce qui est inauguré à Paris, plus précisément à la Villette ? La Géode. La Géode. Le centre. Non, c'est pas la Géode. Alors, la halle de la Villette transformée en Cité des sciences et de l'industrie. Non plus. Non plus, dommage. À la Villette. Oui, dans le quartier de la Villette. 1990, Attends. inauguration. Dans le quartier de la Villette. Oui, monsieur. Il y a les nouvelles halles de la Villette qui sont devenues. Ah, Non ? quelque chose en rapport avec la musique. Ah, la Cité de la musique. La Cité de la musique est une bonne Je suis un réponse. mauvais en 90. J'ai presque soufflé la réponse. Enfin, Mais donné la j'ai honte, réponse. Je cherche à présent un aviateur français mort en 1936 en plein océan Jean Atlantique. Mermoz. Jean Mermoz Oh est là une là excellente là. réponse, la belle histoire, bravo. Moi, j'applaudis là. Je cherche à présent un entraîneur belge mort en 2004. Raymond Quettals.
Raymond Goethals, bravo. Non, c'est bon. Ce jour, c'est vrai. Il a fait Il l'a dit au hasard. Coup de peau pur et dur. Raymond Goethals Le qui. seul entraîneur qu'on connaît, c'est Goethals. Bah oui, bah, ça. Comment ça, le seul entraîneur qu'on connaît? Moi, j'en connais aucun. Ah, l'entraîneur C'est vrai belge. que les entraîneurs belges, il n'y en a pas beaucoup, à part, comment il s'appelle, Marc Wilmots. Ouais. Je connais pas le nom. Voilà quoi. Mais c'est c'est vrai no man's que land pour la en petite Belgique. histoire, c'est un entraîneur belge qui a remporté la Ligue des Champions pour Marseille, donc c'est pour vous dire. Ah, c'était pour ça que je connaissais. Voilà. Non, ce qui compte, c'est pas la petite histoire, c'est la belle histoire. Ah, Oui, oh, magnifique. Je cherche à présent un médecin français né à Sedan en 1882. Alors à ce médecin, Pasteur il est non, c'est pas Pasteur. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la pédiatrie moderne. français. Oui. Il est né à Sedan. J'ai Laennec, Non, non. Yassin Necker. Vincent, Un hôpital porte son nom. Necker. Robert Debré. Robert Ah, Debré Debré, est oui. une excellente réponse Bien à joué. l'histoire. Ouais, Robert Debré. Je cherche à présent un réalisateur, un acteur, un scénariste franco-tunisien né en 1960 à Tunis. Je connais pas. Il a C'est été Boujna C'est toi, le grand. plusieurs Non, récompensés. Boujna, Comment? Non, Boujna, Non, il est non, plus, non, il est plus vieux. non. Lui, il a été récompensé, celui que je cherche, plusieurs fois au César. Il a Boudjedra- même reçu la Boudjedra. Palme d'Or au Festival de Cannes en 2013 pour La vie Oui, d'Adèle. Abdelatif Kechiche. Abdelatif Oh. Kechiche est une excellente réponse. Bon anniversaire, Abdelatif. Je voudrais À pas toi. dire, mais il y a un Tunisien sur le plateau qui répond pas. hein. Ouais, moi je suis. Bon, il est en train de manger. lui. Il mange. Tranquille. J'observe parfois. Chacun son truc. Hein, voilà, Voilà. écoutez. Bon. Dans un instant, on va accueillir notre ami David qui va nous expliquer un petit peu le concept de sa cellule d'écoute là qu'il met en place pour aider les gens qui ont du mal à faire face à ce confinement qui est bientôt terminé. Enfin que terminé, je ne sais pas, parce que visiblement on nous avait dit qu'il fallait moins de 5000 contaminés par jour. On est quand même encore assez loin, les amis. Les chiffres sont encore en hausse là ces derniers jours en matière de contamination, mais aussi de décès qui jouent un petit peu au yo-yo. Un coup ça descend, un coup ça monte. Quoi qu'il en soit, on est très loin des 5000 contaminés par jour. Et je rappelle que le 15 décembre, c'est la semaine prochaine. Yep. Alors que l'on nous annonce apparemment un reconfinement pour le mois de janvier. Je ne C'est sais une pas, les amis. certitude. Est-ce qu'on va s'en sortir un jour de cette putain de Covid-19 ? Pardon du terme. Ah, ouais. Dans quelques instants. Je ne sais pas. Réponse dans un instant. On commence à être fatigué quand même. Je sais pas vous, mais ça commence à être extrêmement Un petit fatigant. peu. Épuisant. Le président nous a dit, c'était sur Brut vendredi, qu'on pourrait éventuellement se débarrasser des masques, mais pas avant l'été prochain. C'est logique. Bon, Pour éviter la trace, oui, si effectivement. vous il y faudra se rajoutez, débarrasser de la- si vous y rajoutez ce matin le docteur Raoult qui était l'invité de CNews, Docteur comment le docteur Didier Docteur Raoult, Ah, il est docteur, lui. Non, professeur, Professeur Ah, Raoult, ça semblait. c'est génial. Non, non, Qui- c'est le génie, Didier Raoult. qui a dit, et pour une fois il a pas dit une connerie, qui a dit que si on imposait le vaccin, c'était une révolution assurée. Le vaccin. Oui. Mais personne ne l'imposera, il le sait Oui, très non, bien. Non, enfin, personne ne la pose. Non, on la pose pas. On incite puissamment Voilà, merci. à l'avoir. On ne la posera jamais. Ils vont Si jamais tu veux la voir. voyager, il faudra que tu te fasses vacciner. Hein. Il y a un vaccin, il y a ce qu'ils ont, ils ont appelé ça un passeport vaccinal. hein. Oui, voilà. Donc effectivement, Les amis, pas Oui. vacciné. Oui, la belle histoire. oui, je voulais simplement dire à vous-même et à l'ensemble des auditeurs que je suis disposé à recevoir, comme on l'avait fait il y a quelques jours, l'ensemble de leurs mots qui pourraient composer ma chronique de fin d'émission. Ah oui, oui, très très Ah, bien. on prend ça. Bah alors tiens, Gamal, un petit mot pour la belle histoire tout à l'heure pour la chronique. Ah, ça Attends, peut être- réfléchir. Ah non, mais pour une minute. Hein. Extrapolation. Extrapolation. Débrouille-toi. Extrapolation, la belle histoire. Débrouille-toi avec ça. Monsieur Nasser Lagier, un petit mot pour la belle histoire tout à l'heure. Giscard d'Estaing. Attends, Giscard d'Estaing. Ah, gentil, il appelle ça un mot. Giscard d'Estaing. T'appelles ça un mot, toi? Je c'est un suis nom et mort un mot. maintenant et je serai tranquille. Bon, Au revoir. ouais, tu Au sais, revoir. je te réponds, Christophe. non. Au revoir. Au revoir. À tout de suite sur France Maghreb 2. À tout à l'heure, la belle histoire et bonne écriture. Le grand forum, les amis, merci d'être avec nous. Et Gamal Amina avec Nasser Lagili qui sont avec nous en direct. Dans un instant, on va accueillir David Rimbert qui va nous expliquer un petit peu son concept sur France Maghreb 2. Et pour l'heure, je vous propose d'accueillir pour commencer Chérif qui a un coup de gueule à passer. Il nous appelle d'où, mon Chérif? J'appelle de la Courneuve, 93. Dans le 93 de la Courneuve. Très bien, qu'est-ce qui se passe, Chérif? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je suis confiné, comme vous, comme tout le monde. Et bon, j'écoute ma radio, France Maghreb, j'aurais fait votre concurrent. Et puis, qu'est-ce que j'entends à chaque fois de la musique, rail, arabe.
peu de musique kabyle, très peu de musique kabyle. Ah, voilà. Le bureau des plaintes est pas ouvert, shérif. Hein. C'est pas l'heure, mon vieux. Hein. C'est pas l'heure du bureau des plaintes. Hein. C'est pas à moi qu'il faut se plaindre. Hein. C'est à qui qu'il faut se plaindre? C'est au programmateur musical, à la radio. Mais moi, je suis pas le bureau des plaintes, les amis. Quand vous avez un problème avec la radio, c'est pas à moi qu'il faut appeler. Hein. Ouais, non, mais les coupures, vous mettez aussi de la musique rail. Moi, je mets rien du tout, cher. C'est informatisé. Moi, je suis rien du tout. Moi, je connais pas la musique. En tout cas, c'était mon coup de gueule. Écoute, ok, coup de gueule entendu, mon ami, pas de problème. Toi, tu veux de la musique Arbaïli, hein, c'est ça? Il est un peu Matoublounes. L'Algérien n'est pas arabe. Il a été turc, il a été romain, il a été français, il a jamais été que arabe. Pas que arabe, mais il est arabe aussi. Un petit peu quand même. Moi, je suis arabe, par exemple, je suis algérien. Oui, t'es arabe. Moi, je suis musulman. Non, j'ai arabe, pas musulman, arabe. Oui, je suis kabyle, j'aime bien. Il n'y a pas de problème. Un petit peu kabyle, un peu. Oui, il n'y a pas de problème. Mais l'Algérien est aussi. L'Algérien est aussi turc, arabe, kabyle, berbère, chaoui, targhi. Il y a beaucoup de monde en Algérie. Oui, c'est pour ça que c'est pas été. Toutes les émissions, à chaque fois que j'allume ma radio, je tombe sur de la musique rail. Oui, on en parlera au DJ, il fera un effort. Ouais. C'est dommage. En tout cas, c'était mon coup de gueule. Je vous remercie beaucoup. Salut, mon ami. Bonne journée, une future bonne année. Et puis voilà. Oui, à quoi ça me guesse. À bientôt. Allez, merci, au revoir. Au revoir, à bientôt, shérif. David Rimbert est avec nous. Salut, mon David. Oui, salut Christophe. Comment ça va, David? Ça va bien, merci. Je te présente Gamal Abina, Nasser Lagili. Alors, David, raconte-nous un petit peu cette brillante idée que tu as eue récemment là. Tu es coach, toi, hein? Oui, voilà. Ouais. Bon, si tu permets, je vais me présenter brièvement. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, donc comme tu le disais, je suis professionnel de la relation d'aide, en fait, et spécialisé spécifiquement dans la famille. Ça veut dire que j'accompagne les adolescents dans leur scolarité. J'accompagne aussi les parents dans leur parentalité, en fait. D'accord. À côté de ça, je suis dirigeant, du coup, d'entreprise, Efficient Academy. Et elle a pour vocation l'accompagnement des personnes, justement, à travers leurs épreuves de vie. Ça peut être une épreuve individuelle ou l'atteinte d'objectifs personnels, professionnels. Dans ce cadre-là, c'est là que je travaille en fait avec une psychologue dans l'idée de compléter, en fait, puisque nos deux approches, moi en tant que coach et elle en tant que psychologue, travaillent, si tu veux, avec des outils qui sont similaires mais avec des approches différentes. On a un travail très complémentaire et c'est très intéressant en fait de se combiner pour travailler et pour assister, pour aider les gens. Ouais. Alors, comment ça se passe, David, pour ceux et celles qui, justement, ont du mal à justement anticiper ce confinement, à le vivre, tout simplement. Toi, tu as décidé donc de mettre en place des cellules d'écoute, on peut appeler ça comme ça, via un outil que tout le monde connaît qui s'appelle Zoom. Et donc, vous écoutez la personne, mais vous ne faites pas que l'écouter, vous la conseillez aussi. Voilà. Donc, alors, on a rajouté, parce que comme c'est quelque chose qui est tout à fait récent pour nous, on est en train de le mettre en place. On a pensé à Zoom, mais on a pensé aussi par téléphone. Donc là, dès maintenant, on peut déjà accueillir par téléphone, c'est plus simple. Les personnes qui ne sont pas équipées. Bah oui, forcément, il y en a qui ne sont pas équipés, c'est vrai. Voilà. Évidemment, on n'a pas son téléphone. Donc oui, on fait de l'écoute. Oui. Et on a pensé à un format qui est court, c'est un format de 20 minutes, parce qu'on s'est dit que nos accompagnements classiques, qui sont des séances d'une heure, répétées, etc., ça ne convient pas et ça ne peut pas être proposé dans le cadre de ces cellules gratuites. Accompagnement gratuit, puisque là on parle de gratuit. D'accord. On s'est dit, ok, quelle est notre base de travail? Nous, en tant que professionnels de l'accompagnement, notre base de travail, c'est l'écoute. C'est l'écoute, c'est l'orientation, le conseil. Et surtout, en fait, la prise de conscience. D'accord. Et dit, dans ce format-là, on peut faire des cellules d'écoute, comme tu le dis, d'une 20aine de minutes, où la personne s'exprime, et nous, on essaye de rebondir sur les points importants de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle nous exprime, pour pouvoir, en fait, qu'elle prenne conscience de ce qu'elle vit, qu'elle voit d'autres perspectives dans son cheminement, etc. D'accord. Alors comment ça se passe pour si toutefois il y a des gens qui sont intéressés, cher David, je peux t'envoyer Gamal Abina, mais bon, lui ça risque de prendre plus de 20 minutes. Ça risque de prendre au moins 1h30 minimum.
Je sais pas qui va sortir de cette affaire. Je sais pas d'ailleurs si c'est la psychologue ou pas, celui qui va raccrocher le premier, mais bon. Peut-être qu'on viendra à 2 pour Gamal. Au moins. Mais même à un deux, minimum. même à deux. Même Je à crois deux, que ça vous arrête d'être compliqué quand même. connaissez pas le C'est personnage. un sacré morceau quand même, le bonhomme. D'accord, ok. Bon, ce sera formateur. Voilà, c'est ça. C'est Ah, ça va vous un bon forger, ça test. c'est sûr. Bon alors David, comment ça se passe pour celles et ceux qui sont intéressés, David? Alors déjà, on a une page Facebook Ouais. qui permet de rentrer en contact facilement. Ensuite, mon numéro de téléphone et une adresse mail. Donc, je sais pas ce que tu préfères qu'on... Bah donne tout, comme ça chacun fera son choix. Ouais. Donc, le numéro de téléphone, c'est 07 83 19 69 52. D'accord. Donc, l'idéal, c'est d'envoyer un SMS en demandant une permanence. D'accord. Après, On répète le numéro de téléphone, je me crois dans les petites annonces là. 07. 07 83 19 69 52. Très bien. Ta page Facebook. La page Facebook, c'est Efficient Academy, donc E2FICIENT Academy en anglais en fait, hein, Ouais. ACADENY. D'accord. Et l'adresse mail, c'est permanence@efficientacademy.com. Très bien. Eh ben on a tout et reste plus qu'à Voilà. évidemment accueillir les gens qui souhaitent participer. Et toi et également la psychologue professionnelle, eh bien, se chargeront d'essayer un petit peu de rassurer, d'accompagner, d'écouter, de conseiller les gens qui en ont bien besoin et qui ont du mal à faire face à ce confinement. Et c'est vrai qu'il y a qu'à aller dans la rue, on en croise quotidiennement des gens qui ont du mal à supporter ce confinement. Bah, merci beaucoup David en tout cas pour ce que tu fais. Merci à vous tous. Merci. Et puis dès que c'est mis en place et dès que ça prend un peu tournure, bah tu reviendras nous rendre une petite visite, on t'offrira un petit thé à la menthe. Avec plaisir. Voilà, salut mon David. Salut, à bientôt. à tous, bonne émission. Merci beaucoup. Bon, alors, Nasser Lajili, Gamal Abina, ils sont là. Et est-ce que notre ami Nasser est prêt? Alors, dans 30 secondes. 30 secondes, très bien. Le temps de vous rappeler tout à l'heure qu'on recevra à 17h Monsieur Maître Philippe Deveul pour parler de Richard B. Cet homme qui a reçu une grenade de désencerclement. C'était samedi en fin de manifestation, place de la République. On lui a amputé, visiblement, ou on serait sur le point de lui amputer les 5 doigts de la main droite. Donc il va perdre l'usage de sa main, en fait, avec ses doigts en moins, il n'y aura plus de doigts. Visiblement, il y a eu aussi plein de blessés. Alors c'est vrai que les médias ont relaté et parlé d'un blessé au front, mais Richard B n'a absolument pas été mentionné par les médias, ce qui est assez incroyable. Et puis je salue également mon ami Amar, journaliste indépendant, qui lui aussi a reçu une grenade de désencerclement et qui a été à l'hôpital blessé à la jambe. Il y a eu beaucoup de tirs samedi. On nous disait, les gens présents sur place qui ont l'habitude d'être en manif m'ont dit avoir observé qu'il y a jamais eu autant de tirs de la police, de grenades, de lacrymo, etc. Ça a été extrêmement violent. Et pourtant, à un moment, vous avez vu ces images en boucle de ces black blocs qui ont tout pété, les vitrines et tout ça. Et là, à ce moment-là, il n'y avait pas de policiers. Il n'y avait personne. Donc, il y a quand même des questions qui se posent sur la présence des black blocs. La police dit les connaître, dit les avoir identifiés, mais pourtant ne les interpelle pas. Des questions étranges qu'on peut éventuellement et que nous avons le droit de se poser sur les black blocs. Est-ce que l'État est impuissant? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui, à laquelle vous répondez sur Twitter, le grand forum FM2, mais aussi en nous appelant tout à l'heure au 01 40 33 9000. Bon, les 30 secondes étant bien dépassées, notre ami Nasser Lajili est bien prêt pour son avis tranché hebdomadaire sur France Maghreb 2. Un petit retour sur l'actualité à la sauce Nasser Lajili. Jingle, c'est parti les amis, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Retour sur une semaine d'actualité avec Nasser Lajili. Absolument, Christophe. Valéry Giscard d'Estaing nous a quittés ce mercredi 2 décembre. Le président sociologue n'est plus. Après Chirac, c'est le deuxième président que la Macronie va enterrer. Il laissera la majorité à 18 ans, le regroupement familial, la loi Veil, la France n'est pas une grande puissance, l'Europe libérale, de l'argent roi et enfin la désacralisation de la fonction présidentielle qui va conduire à l'élection de l'actuel président. Quant au président Nicolas Sarkozy, mis en examen pour association de malfaiteurs, c'est devant les juges qu'il se retrouve à nouveau pour corruption et trafic d'influence aux côtés de son ami Claude Guéant, qui est mis en examen lui aussi pour association de malfaiteurs. On peut dire sans crainte que le président Sarkozy a été la dégradation la plus spectaculaire
de l'aura présidentielle. Mettre ces gens en examen pour corruption, c'est comme mettre un PV pour excès de vitesse à un pilote lors d'un Grand Prix du Formule 1. Cette semaine encore, le Premier ministre est venu tenir sa conférence de propagande. 1,5 milliard d'euros pour nous vacciner contre le Covid-19 dès le mois de janvier. Un expert à gage a pris la parole pour nous expliquer qu'il ne sait des vaccins que ce que... Oh là là, qu'il ne sait de ces vaccins que ce qu'en disent les communiqués de presse des industriels et qu'il attend avec impatience des publications scientifiques pour en savoir plus. Il a dit, je cite, « Le recul à ce jour sur l'évaluation de la sécurité et l'efficacité de ces vaccins ne dépasse pas 2 à 3 mois. C'est encore bref, même si c'est très significatif. Les données ne sont pas encore complètes pour savoir jusqu'à quel point ces vaccins sont efficaces chez les personnes les plus à risque. » Il a ajouté qu'il faudra des mois pour savoir si les vaccins protègent l'individu vacciné contre l'infection, mais aussi contre la transmission. Si j'ai bien compris, ces vaccins seront peut-être efficace et certainement sans danger, mais pas d'inquiétude, les rapports à venir vont nous éclairer et dissiper tous les doutes. 200 millions de doses, de quoi vacciner 100 millions de personnes, ont été commandées par notre gouvernement sur les bases de toutes ces incertitudes. C'est beaucoup plus qu'il en faut, mais le Premier ministre dit être prévoyant car certains de ces vaccins n'auront peut-être pas leur autorisation de mise sur le marché. Pour les fabricants, les marges sont assurées et les titres boursiers crèvent les plafonds. À votre avis, le malheur des peuples ferait-il le bonheur des marchés? Voilà, Christophe. Merci pour la question qui reste peut-être sans réponse. Du moins, Gamal Abina peut-être peut y apporter une réponse, je ne sais pas. Les marchés sont toujours très contents de voir que les peuples sont dans une situation de détresse. Ça permet de pouvoir faire quelques profits en vérité. Mais pour ce qui concerne effectivement la dégradation, je rejoins totalement Nasser de la fonction présidentielle. Malheureusement, elle a largement commencé. Au départ, très doucement avec Giscard d'Estaing. D'Estaing parce qu'il avait commencé par faire une chose qui avait choqué la France à l'époque, ça fait rire aujourd'hui. Il a sorti l'accordéon pour faire le mec cool, et il a sorti un col roulé pour se présenter dans une photo de campagne. Donc ça a beaucoup déplu aux plus, on dira, les plus conservateurs de France. Mais ça a séduit la jeunesse, qui c'était quand même, il ne faut pas l'oublier, le plus jeune président élu de la Ve République. Il avait 47 ans. En dépit de sa calvitie, il était jeune. Oui, avant Macron, bien sûr. On ne parle pas de Macron. Macron, c'est un véritable extraterrestre dans le monde politique français. Mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement, il avait déjà un petit peu, un peu, on dira, entaché la prestation, l'image de la présidence. Parce qu'on l'avait quand même Pompidou avant, De Gaulle et tous les présidents qui l'avaient précédé au Parlement ou les chefs de gouvernement qui étaient quand même tous costume-cravate. Ensuite, on a eu l'arrivée de Sarkozy. N'oublions jamais que Sarkozy, c'est monsieur je cours avec un NY sur le dos, ce qui était ridicule, à New York pour faire son petit jogging. C'est le même qui se fait bousculer par un manifestant, le même qui dit casse-toi pauvre con, le même qui est dans une posture... Nettoyage du Karcher pour pouvoir se faire élire à la présidence en provoquant le quartier, en mettant le feu en 2005. Rappelons-nous que c'est lui qui a provoqué le feu. Absolument. Et à l'arrivée, c'est ce monsieur qui, dans sa gestion de la politique, a 5 affaires sur le dos, et pas des moindres. On parle de corruption de chef d'État à chef d'État. C'est vous dire un peu à quel point la fonction présidentielle a été entachée. Bien que Jacques Chirac, qui avait déjà un petit peu dégradé ça par rapport à ces questions, effectivement, d'affaires politiques, n'ait pas été inquiété, puisqu'il est mort de sa belle mort, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a un petit souci. Puis, cette dernière chose importante à rappeler, c'est que l'émotion qui a provoqué la disparition de Jacques Chirac est de loin supérieure à celle qui a provoqué la disparition de d'Estaing. Parce qu'on se rappelle malheureusement pour d'Estaing que lorsqu'il était ministre des Finances, il a quand même eu quelques petits diamants dans les poches. C'était plus à la fin de son mandat. Hein. Non, avant. Il était ministre des Finances. C'est après qu'il a été poursuivi, mais c'est avant qu'il a bénéficié de ces fameux diamants de Bokassa, dont on se dit peut-être qu'il était un peu volage. Je parle de monsieur d'Estaing. C'est une volonté personnelle de ne pas faire toute une cérémonie sur son... je ne sais pas si c'était personnel, parce que quand les chefs d'État internationaux vont rendre hommage à Chirac, personne ne les empêche de le faire pour d'Estaing. Baissez-moi les casques, c'est trop fort vos casques. Ça fait du Larsen, j'aime pas ça. Bon, les amis, merci d'être avec nous. 01 40 33 9. Dites donc, vous savez quoi? Il y a un mec qui s'appelle Pascal Praud, vous connaissez? Oui, c'est un pro. Il a demandé à ce que France Inter licencie Guillaume Meurice, qui est un humoriste qui officie régulièrement sur France Inter. Pourquoi? Parce qu'il a fait un tweet sur la police. Ouais, on se demande si le papa de Pro n'était pas policier, hein, mais par contre, c'est plutôt inquiétant de voir il aurait même, paraît-il, selon les indiscrétions, appelé directement la rédaction de France Inter, la direction de France Inter, pour leur demander de licencier cet homme, Guillaume Meurice.
pour justement avoir fait un tweet sur la police. Je crois qu'il se monte un peu le bourrichon parce qu'il y a déjà un type qui a été licencié. Et bah nous demandons le licenciement de Pascal Praud pour agression quotidienne. Oui, mais surtout, Voilà. surtout il y a un sketch qui a été fait sur lui avec Canal+. Le gars a été licencié. Il a été licencié. Et je pense que Pascal Praud se croit supérieur. Moi, je vous fais un petit pronostic. Hein. Comme actuellement, il y a un nettoyage du côté des radicaux musulmans, il y aura à la rentrée, c'est une certitude, un nettoyage du côté des radicaux anti-musulmans à la télévision. Je vous mets ma main à couper que M. Macron appellera M. Bolloré, lui dit qu'il peut faire de l'argent sans pour autant avoir des types qui sont largement tendancieux et finira par les virer. Je ne sais pas. On verra ça. Tant qu'ils font du chiffre. On fait le pari. Gamal. Je suis pas convaincu aussi. Ouais, tant que ça fait de l'argent, ça fait de la pub, tout ça. Non, mais et il joue sur les deux tableaux. Donc Bolloré est très intelligent. Non, sur C8, il met du Hanouna où il invite tout le monde. Et sur CNews, on ramène toute la fachosphère. Et là, le problème, c'est qu'il y a une tendance. Quand il vire, je parle de Bolloré, quand il vire un humoriste qui fait un sketch sur Pro, on a l'impression, et c'est une fausse impression, que Pro est surpuissant. Il n'est pas puissant, Pro. C'est un type qui fait de l'argent, c'est tout. On se rappelle d'où il vient. Il était journaliste sportif. Bah oui. Il s'était pris une petite gifle par Bernard Tapie à l'époque. Normal. Ah, parce qu'il l'avait un peu insulté, tout ça. Et puis quand il a rencontré Nanar, vous connaissez un petit peu comment ça se passe. Sûr. Il a dit, est-ce que tu es capable de répéter? Hop là, une petite gifle à la Marseillaise. Tranquille. Il s'en souvient encore, donc apparemment Pascal n'a pas été encore vacciné pour le coup. Non, pas encore. 0 à 40 33 9000. Dans un instant, on va parler des caméras piétons. On nous a annoncé la généralisation des caméras piétons, monsieur Gamal Abina. C'est le président de la République qui nous l'a annoncé pour juin prochain. Est-ce que ça va sauver la police? C'est la question que tu poses dans un instant, à laquelle on va tenter de répondre avec nos auditeurs. 01 40 33 9000. À suivre aussi notre invité, maître Philippe Deveul, pour parler de Richard B, celui qui a été amputé de 5 doigts de la main droite, puisqu'il a reçu une grenade de désencerclement. Et oui, quand vous allez en manif en France, dans le pays des droits de l'homme, ça peut vous coûter une main, un œil, et parfois plus. Maître Philippe Deveul sera avec nous dans un instant, avocat. Il nous expliquera le cas de Richard B, son client, qui, en fin de manifestation samedi à Paris, a reçu une grenade de désencerclement. Et visiblement, on va lui amputer les 5 doigts de la main. C'est ce qu'ont déclaré les médecins. On en saura davantage donc dans quelques instants. Il y a eu beaucoup de blessés d'ailleurs durant cette manifestation, aussi bien côté police que manifestants, et beaucoup de tirs, que ce soit des grenades de désencerclement. On va rappeler d'ailleurs qu'est-ce que la grenade de désencerclement. La grenade de désencerclement, c'est quand les policiers sont encerclés, donc ils font usage de cette arme entre guillemets. Sauf que quand vous voyez les images, à aucun moment les policiers n'ont été encerclés. Donc on se pose la question de pourquoi l'avoir tiré. Et beaucoup de bombes lacrymo tirées, des canons à eau sur des manifestants qui étaient nassés. Enfin, ça a été du grand n'importe quoi de maintien de l'ordre samedi, comme d'ailleurs depuis plusieurs semaines, notamment à Paris. Le préfet allemand est peut-être sur la sellette. Je ne sais pas. Bon, alors on va parler en l'occurrence, c'est lié tout cela évidemment, des fameuses caméras piétons avec Gamal Abina. Et il se pose la question, est-ce que ça va sauver la police ? Oui, on peut se poser la question parce qu'il faut rappeler tout de même que dans l'opération de communication qui est toujours habilement menée par le gouvernement français, lorsqu'on veut faire passer quelque chose d'imbuvable, on tape très fort au-dessus. Je traduis. L'article 24 est l'article qui a focalisé toutes les intentions sur cette fameuse loi sécurité globale, traduction sécurité de la police, cela va de soi. Et non pas globale, la seule globalité qu'on peut entendre, c'est l'uniforme. Et donc, cet article 24 a beaucoup fait couler d'encre, beaucoup permis à des gens de s'exprimer, les contradicteurs comme ceux qui le défendent difficilement. Mais en revanche, on a oublié qu'il y avait 3 autres articles avant celui-ci qui étaient de loin aussi graves, sinon plus intéressants. On commence par le 21. Qu'est-ce qu'il dit le 21 ? Eh bien, il dit qu'il y aura des caméras partout qui nous surveilleront. Ces fameuses caméras de surveillance généralisées. Alors, je rappelle tout de même, pour que les gens soient bien informés, que dans tous les carrefours, nous sommes déjà filmés. J'ai eu une fois un accident, j'ai appelé la police et le policier m'a dit de quel côté, à droite, à gauche, au milieu, quelle voiture. Voilà, donc ils étaient en direct live. Donc ce système de surveillance qui était au départ pour le système de circulation routière, quand il y a des accidents, effectivement, ils veulent le généraliser à la citoyenneté. Et on va se retrouver dans une ville qui ressemblera un peu à Levallois-Perret, chez Rabalcani. Et il se trouve que ces caméras-là, bizarrement, elles ne posent aucun problème à la police. Puisque comme Big Brother is watching you, ils ont le droit de nous regarder, ils ont le droit de nous regarder à tout moment. Il y a des caméras aussi qui surveillent maintenant les voitures mal garées, sachez-le. On peut recevoir une contravention, ils le font déjà à Pantin, pour donner une idée, qui vous permet d'être immédiatement verbalisé sans mobiliser de gens sur place, et vous recevez le petit papier cadeau à la maison. Ensuite, il y a l'article 22. Pareil, on parle encore des caméras. C'est les caméras, cette fois-ci, volantes, donc des drones. Donc le drone, sachez-le, est interdit pour le public dans les villes, sinon vous êtes passible d'une amende. En revanche, la police aurait le droit d'utiliser un drone à des fins, une fois de plus, de sécurité globale de la police. Il y a l'article 23.
Ça, c'est très amusant parce que l'article 23, il dit quoi? Il consacre l'arrêt de l'égalité entre citoyens en fonction de la peine qui a été prononcée si elle vise un détenteur de l'autorité publique, donc un policier, un gendarme ou un CRS, ou si elle vise un particulier. Je traduis, si vous vous tapez avec une personne dans la rue et qu'elle n'est pas policière, eh bien vous avez le droit à des réductions de peine habituelles. En revanche, si vous tapez avec un policier et qui vous dit que vous l'avez tapé, qu'on l'a vu avec l'affaire Michel Zecler, à ce moment-là, non seulement vous prenez une peine de prison ferme, mais en plus, il n'y a plus de réduction de peine. On se rapproche du modèle américain. Je vous laisse juger de la qualité de vie qu'on risque d'avoir. Donc tout cela pour dire qu'effectivement, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que, oui ou non, la police, qui semble-t-il est une institution au-dessus des autres, a le droit de bénéficier d'une protection par la caméra? Et est-ce que oui ou non, nous avons le droit, nous, pour nous protéger de la police, d'user aussi de ce droit qui est toujours consacré aujourd'hui, de filmer un policier lorsqu'il a une intervention violente? La question est posée. Deux poids, deux mesures. Le policier peut vous filmer et vous condamner. Vous ne pouvez pas le filmer parce que, soi-disant, il sera inquiété. Donc, il peut vous condamner en le filmant. Très bien. Alors, monsieur Nasser Lajili, est-ce que tu considères que la caméra donc piéton qui va être généralisée à l'ensemble de la police au mois de juin prochain, est-ce que ça risque de sauver la police ou pas? Alors, ça va ni sauver la police, ni apaiser les citoyens. Moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est tout le système qu'on doit modifier. C'est même pas une question de caméra. C'est qu'aujourd'hui, le système au sein de la police, elle est pas du tout, on va dire, aux normes. On a aujourd'hui, quand on va dans les manifestations, nombre de policiers qui ont des caméras en train de filmer, mais ça règle pas le problème. On a vu ce que ça a donné samedi dernier. Il faut savoir que toutes les manifestations qu'on a sur Paris aujourd'hui sont filmées. Et là, on voit le résultat, c'est que pendant toute la période des Gilets jaunes, on avait des caméras de partout, des policiers qui filmaient de partout pour identifier les personnes. Donc ils savent très bien que même avec les caméras ou sans les caméras, je pense que la situation ne réglera pas le souci. Je pense qu'il y a tout un cheminement qu'il faut revoir et essayer de mettre les choses sur table et voir avec tout le monde, avec toute une organisation, que ce soit dans le cadre médiatique, de la médiation, dans le cadre sécuritaire, dans le cadre d'une police de proximité. Voilà, donc revoir ce qui est mis en place par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Parce que tous les présidents qui ont été au pouvoir, successivement, ils ont imposé leur doctrine. D'ailleurs, la police de proximité, c'est bien Sarkozy qui l'a retirée quand il était au pouvoir, et ça n'a pas arrangé les choses, ça ne fait que s'aggraver. Donc aujourd'hui, la police n'a plus d'autorité quand on constate bien. C'est que même le Français qui aujourd'hui est chez lui et qui regarde les images, il est autant choqué que celui qui est agressé. Donc c'est ce qui inquiète aujourd'hui la police. Et je pense que si on n'agit pas sur ce côté-là, je pense qu'on est mal barré pour que les choses s'arrangent. Vous savez, je vais faire une petite blague au passage. Allez, faites une tout petite le monde. blague. L'ironie du sort aujourd'hui, c'est que la police n'est pas vraiment aimée par la population pour les raisons qu'on a bien comprises. Mais surtout, ce qui est amusant, c'est que je compare la police censée être la pire au monde, c'était la police nazie. Figurez-vous qu'à part la Gestapo qui était cordialement détestée par tout le monde, la police nazie n'était pas détestée par sa population. Parce qu'il la considérait comme une police de protection. Alors évidemment, tout le monde n'avait pas cet avantage, j'en ai bien compris. Mais c'est vous dire qu'ils ont été capables de faire mieux que la police nazie, se faire détester dans des proportions encore plus grandes. Et ça, c'est très inquiétant parce que la rupture entre le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif qui va appuyer des lois pour nous enfoncer est consommée aujourd'hui. Mais Christophe, oui, Nasser, pour terminer, aujourd'hui, ne pas accepter qu'il y a des violences policières, c'est déjà un problème. C'est clair. Parce que ce qui est logique, quand on sait qu'il y a une police, on prend l'exemple de Michel Zecler qui s'est fait agresser la semaine dernière, il y a 2 semaines. On regarde bien, il y avait 20 policiers. 5 qui étaient en train de s'acharner sur lui et les 15 étaient spectateurs de leur incompétence. il y en a 2 qui sont à la santé. Oui, mais tu C'est t'imagines. le minimum syndical. Quoi. Donc c'est incroyable. C'est pour ça que je dis que voilà, c'est tout un système qu'il faut modifier. Il faut changer, il faut refaire, revoir la Constitution, revoir aussi les règles de déontologie que la police applique aujourd'hui, et d'ailleurs qu'ils n'appliquent pas, parce que s'ils appliquaient correctement le code de déontologie, on n'en serait pas... Question qu'on pose aux auditeurs 01 40 33 9000, est-ce que ces fameuses caméras piétons sont à même de pouvoir vous rassurer lors d'un contrôle de police? Vous répondez 01 40 33 9000, est-ce que vous êtes rassuré ou pas? Alors j'ai une remarque à faire assez importante et pertinente. J'ai été interrogé par une chaîne internationale très connue, je ne vais pas nommer ici, une chaîne arabe, la plus connue, la plus entendue et avec la plus forte audience au monde. Et ils m'ont posé des questions, vous savez sur quoi? Non pas sur le racisme ou sur des choses comme ça, ils m'ont posé des questions sur la loi de sécurité globale. Et pourquoi est-ce que le gouvernement se radicalisait, puisque c'est comme ça qu'il voyait les choses? Il ne comprenait pas
C'est des pays qui ne sont pas forcément des démocraties, on l'a bien compris, mais même ça les choque. C'est vous dire à quel point ce débat a dépassé le cadre des frontières de l'Hexagone. Bon, 01 40 33 9000, est-ce que les caméras piétons visent à vous rassurer? Elles vont être généralisées visiblement pour le mois de juin prochain. C'est ce que nous a annoncé le président de la République lors de son interview accordée à Brut pour parler à la jeunesse. C'était vendredi dernier. Le président français qui a reçu un dictateur aujourd'hui. Ouais, quel dictateur? Le général Haftar, Sisi, là. Haftar, n'importe quoi, Sisi. Sachez que pour les droits de l'homme, écoutez, on repassera, parce que pour vendre des armes, écoutez, pas de problème. Voilà. C'est un assassin, excusez-moi. Oui, le nombre de morts, 10 000 c'est un morts. criminel. Donc il faut voir. Il y avait le béni oui, maintenant il y a le béni Bien Sisi. sûr, c'est grave. C'est grave. On a vu de nos propres yeux ce qui s'est passé en Égypte. Donc tu avais un peuple qui était là. Symboliquement et même, on va dire, humainement, et tu avais aujourd'hui en face, je veux dire, tu avais l'armée de SIC qui tirait à tout va, ils en avaient rien à foutre. Le copain de Gamal Abina est là, Anis, bonjour. Salut Anis. Oui, bonsoir. Ah bah oui, non, attendez, ça va devenir un petit rendez-vous récurrent, cette histoire, c'est l'histoire d'amour entre les deux. L'amour fou. Non, mais pas du tout, mais moi j'ai bien aimé les commentaires de Monsieur Amina. Donc les choses s'arrangent. On est dans une période de réconciliation. Quand ils peuvent être... D'ailleurs, on doit le consentement pour le divorce à Giscard. Ah oui, absolument. Oui, absolument. Oui, Bon, Anis, tout à fait. on t'écoute, mon Anis. Non, mais écoutez, mon cher Christophe, je pense que Monsieur Amina a quand même esquissé un petit peu certains aspects de ce qui peut nous attendre. Même si... les gens dans les médias, les commentateurs, les politiques et évidemment les journalistes n'osent pas aller dans le fond du sujet, à savoir qu'on vit une situation où il faut être extrêmement prudent. C'est-à-dire que les mesures qui sont annoncées visent à faire le mal avec l'apparence du bien, voyez-vous. C'est-à-dire qu'on essaie de présenter quelque chose qui va être présenté sous l'aspect utilitaire, sous l'aspect droits de l'homme, protection, etc. Mais en réalité, les conséquences vont être absolument désastreuses. Sachez que ce qui nous attend, c'est ni plus ni moins un système social à points tel qu'il existe actuellement en Chine, par exemple, via la reconnaissance faciale, à savoir que il y aura un barème, c'est-à-dire si vous n'êtes pas dans les clous, vous perdez tant de points. Si éventuellement, pourquoi pas, vous êtes opposant à une politique, vous allez perdre tant de points qui ne vous donnera plus accès à des facilités. Vous savez qu'actuellement, par exemple, les Chinois, la population chinoise, qui ont un système à points, peut vous interdire éventuellement d'accéder à votre passeport, d'accéder à certaines prestations sociales via la reconnaissance faciale. Et je pense que ces caméras, le développement de cette technologie via les caméras par la reconnaissance faciale et avec la monnaie numérique et comment dirais-je, les prestations globales qui vont être accordées vraisemblablement suite à la crise économique dans les mois ou les années qui viennent, visent à cela justement. Donc le système a toujours un coup d'avance, et je crois que si nous ne sommes pas aujourd'hui vigilants, si nous ne prenons pas garde aujourd'hui à ce qui se passe, regardez ce qui se passe déjà avec les vaccins. Avec les vaccins qui, dont 2 d'entre eux ne sont pas des vaccins, je veux parler de Pfizer et de Moderna, on ne parlait que 2, ce ne sont pas des vaccins. Ce sont c'est la modification génétique, c'est absolument unique dans l'histoire des vaccins, et cela va être testé à une échelle globale. Et moi, je suis quand même atterré par le manque, je dirais, d'informations, surtout dans notre communauté, où nous avons tendance naïvement à croire à tout ce qui nous est dit, et surtout lorsqu'on voit des gens avec des blouses blanches, il y a des conflits d'intérêts, y compris parmi des médecins de très haut niveau. Il y a des conflits d'intérêts qui sont aujourd'hui dénoncés par des médecins de très haut niveau également, mais qui sont très courageux. Je veux parler du professeur Perron qui a été invité à cette antenne. Je veux parler d'autres personnalités qui mettent en cause justement cette vaccination, à commencer par le Premier ministre lui-même, à qui on a posé la question s'il sera vacciné, et lui-même n'a pas osé répondre à cette question.
Donc pour vous dire les enjeux qui sont devant nous aujourd'hui, et je pense que vous, en tant que média, en tant que commentateur, vous avez une responsabilité d'éveil, une responsabilité de protéger la communauté au-delà de la population de ces conflits d'intérêts qui aujourd'hui visent à nous traiter comme des expérimentations en temps réel, comme des cobayes, avec des vaccins qui n'en sont pas en réalité, qui relèvent de la modification génétique, et pour ne parler que de cela. Donc je pense que nous devons absolument être vigilants pour nous, pour nos enfants, et si nous faisons preuve collectivement de lâcheté, nos enfants nous demanderont des comptes, mais si tous ensemble nous faisons preuve de courage, eh ben, je pense que nous pourrons nous en sortir et laisser à nos enfants un monde dans lequel ils pourront évoluer paisiblement. Merci Anis. Rien à rajouter, Gamal, tout va bien? Non, là-dessus, là, on peut que le rejoindre. Évidemment, un vaccin qui est développé en 8 mois, 9 mois, on sait très bien qu'il faut minimum un an et demi. Ouais. On peut se poser la question de la viabilité de ce vaccin, et je ne vous cache pas que je ne serai pas le premier à donner mon épaule. Dans un instant, Maître Philippe Deveul sera avec nous sur votre radio France Maghreb 2. On va parler de Richard B, qui a eu quelques soucis, et pas des moindres, dans un instant. Juste après le rappel des titres, il est 17h sur France Maghreb 2, l'actualité, avec notre journaliste qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Le déconfinement aura-t-il lieu le 15 décembre? La question se pose alors que les derniers chiffres de l'épidémie ne sont pas bons. 11 000 nouveaux cas ont été enregistrés hier en France. C'est 2 fois plus que l'objectif fixé par le gouvernement pour alléger les mesures sanitaires la semaine prochaine. Un objectif qui aura bien du mal à être atteint, ont reconnu le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran lors d'une réunion aujourd'hui avec des parlementaires. Le sujet sera au cœur d'un conseil de défense mercredi à l'Élysée. En attendant, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, va faire un point ce soir sur la crise sanitaire à 18h. Concernant la stratégie du gouvernement en matière de vaccins, elle sera présentée le 16 décembre à l'Assemblée nationale et le lendemain devant le Sénat. On rappelle que la première phase commencera début janvier. Elle concernera les résidents des EHPAD et leurs soignants, plus d'1 million de personnes au total. Dans le reste de l'actualité ce soir, l'assaillant présumé de la basilique de Nice, mis en examen pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Son attaque au couteau le 29 octobre dernier avait fait 3 morts, un homme et 2 femmes, gravement blessés lors de son interpellation et testé positif au coronavirus. L'état de santé de ce ressortissant tunisien de 21 ans s'est amélioré depuis, ce qui a permis au juge de l'interroger. Un professeur de sport mis en examen après la mort d'un collégien. Ça s'est passé la semaine dernière en Haute-Savoie. L'adolescent de 12 ans a fait un malaise pendant un cours alors qu'il avait une dispense. Il est décédé 2 jours plus tard. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire. L'ultimatum de Boris Johnson à l'Union européenne. Si aucun accord commercial n'est trouvé avant l'entrée en vigueur du Brexit le 1er janvier, il n'y aura pas de nouvelles discussions l'an prochain. Pour le moment, les négociations entre Londres et Bruxelles sont toujours dans l'impasse, notamment concernant la situation des pêcheurs. Le sujet doit être évoqué ce soir par téléphone entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique. Et puis du foot, l'équipe de France connaîtra à 18h ses adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Tirage au sort depuis le siège de la FIFA à Zurich. Voilà pour l'actualité. Bon début de soirée à tous. Merci Gaëtan. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. C'est le grand forum jusque 18h, comme chaque jour du lundi au vendredi sur France Maghreb 2, avec aujourd'hui Gamal Abina et Nasser Lajili. Et je vous propose et je vous demande d'accueillir notre invité, Maître Philippe Deveul. Bonjour Maître. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors vous avez été saisi, vous, par Richard B pour le défendre. Alors qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Avant de nous dire qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il va bien aujourd'hui? Dans quel état d'esprit est-il, votre client Richard B? Il est toujours au service des urgences de l'hôpital Saint-Antoine au niveau chirurgical, car on a voulu lui sauver 2 doigts qui restaient, ça n'a pas été le cas, et les chirurgiens, la dernière fois que je l'ai eu, se demandaient s'il fallait pas lui amputer de nouveau la main. Une partie de la main pour étudier la possibilité de lui mettre une prothèse par la suite. Qui est votre client, cher maître Richard B? Est-ce que c'est quelqu'un qui est hostile à la police? Est-ce que c'est un gilet jaune des premières heures? Qui est-il? Alors, ni l'un ni l'autre, en fin de compte, c'est un manifestant qui a l'habitude de manifester contre des lois liberticides ou en faveur de certaines causes. Alors, ce n'est pas un gilet jaune de la première heure, il est sympathisant, mais il veut
veux surtout dire que c'est pas du tout un manifestant violent et qu'il n'est pas du tout apparenté ni Antifa ni Black Bloc. Combien même il avait un habit sombre ou noir sur lui au moment des faits. Il se retrouvait devant la grille anti-émeute où d'autres manifestants tapaient sur la grille. Les forces de l'ordre ont envoyé à ce moment-là des gaz lacrymogènes et dans les gaz et la fumée, mon client prenait des palets incandescents et les repoussait, et à un moment il a pris une grenade blanche qui est plutôt une GL2M qui est une grenade assourdissante et lacrymogène et qui lui a explosé dans la main à ce moment-là. Donc il n'incrimine pas du tout la police, il les accuse pas de violence, il s'en veut à lui-même d'avoir saisi cet armement des forces de l'ordre. Ouais. Alors, maître, aujourd'hui, en état des choses, dans l'état actuel, donc c'est probablement et peut-être une main qui risque d'être amputée. Vous allez vous retourner contre qui? Alors, il n'y a pas de responsable, on ne peut pas incriminer l'État puisque mon client ne m'a pas donné d'instruction pour s'en prendre aux forces de l'ordre. Donc, maintenant, c'est toute une question d'assurance professionnelle, de voir avec son employeur notre préoccupation. Bon, il est victime d'un accident grave, donc on va voir, on va plutôt explorer dans ce domaine pour savoir s'il peut avoir une indemnité d'invalidité, et puis surtout qu'il puisse conserver son emploi dans la société qui le rémunère aujourd'hui. Alors peut-être avec une requalification, enfin un reclassement dans la société, c'est plutôt sa préoccupation aujourd'hui, parce que il a un petit job et qu'il faudrait pas qu'il se retrouve au chômage avec un handicap. C'est sa première préoccupation, c'est notre première préoccupation. Maître, est-ce qu'on sait clairement qu'est-ce qui l'a touché? Est-ce que c'est une grenade de désencerclement? Non, c'est une grenade, en fin de compte, c'est une grenade d'aspect qui est blanche, qui fait 10 cm environ, 5 cm de diamètre, c'est des anciennes GL4, les GL4, c'est des grenades assourdissantes et lacrymogènes. C'est les GL2M, quelque chose comme ça. Ouais. Ça a changé, ils l'ont changé dans la dotation des équipements de maintien de l'ordre dans les forces de l'ordre. D'accord. Donc vous nous dites aujourd'hui sur France Maghreb 2 Mètres que votre client n'attaquera pas la police. Il ne considère pas que ce soit une faute de la police. Pour lui, ce n'est pas une faute de la police. C'est le fait d'être au mauvais moment, au mauvais endroit, et d'avoir saisi cette grenade. Et d'ailleurs, il n'aimerait pas que la perte de sa main soit vaine. Il en profite pour demander un apaisement de part et d'autre, que la tension baisse aussi bien du côté des forces de l'ordre que des manifestants, parce que l'escalade de la violence n'apportera rien de bon dans les prochaines manifestations. On est quand même dans une situation très très tendue. Gamal Abina, Nasser Lajili, mes camarades qui sont avec moi aujourd'hui, quand vous entendez maître Philippe Deveul, et donc représentant de son client, Richard B, qui dit ne pas en vouloir à la police, qui ne considère pas que ce soit une violence policière. Il dit voilà, je me suis retrouvé là au mauvais moment en fait, Gamal. Malheureusement, c'est de fait une violence policière pas volontaire évidemment, mais c'est une violence collatérale. Donc il a été victime d'un système de gestion de la masse, de gestion de la population. Et on rappelle beaucoup que quand on parle des jeunes de cité qui vont utiliser des feux d'artifice, on parle de mortier, de tir au mortier, alors que ça donne le sentiment que c'est un acte guerrier. Quand on parle de grenades dans la gestion des manifestations, de grenades lacrymogènes, de désencerclement, là on est sur un vocabulaire aussi qui est très guerrier, mais dans les grenades, il y a des explosifs. Faut pas le perdre de vue. Donc c'est réellement un début d'armes militarisées. Et quand quelqu'un la prend dans la main, évidemment, le malheureux a perdu ses 5 doigts. Je considère que c'est un héros dans la mesure où il n'appelle pas à la tension, alors que moi, à sa place, j'aurais pas été aussi calme. Oui, c'est vrai, maître, il est quand même... Oui, je suis tout à fait d'accord, et c'est plutôt héroïque de sa part de dire allons vers l'apaisement. Il veut pas profiter de ce fait, d'avoir quand même perdu une main, c'est un traumatisme. Ah, c'est clair. C'est une mutilation. Mais on peut dire que d'un certain côté, les forces de l'ordre ont utilisé le matériel qu'ils ont en dotation. Maintenant que l'on discute sur
le niveau d'explosif de cette grenade, en fin de compte, qui est un GN2L, ça c'est aussi un autre débat. Alors, concernant ces violences-là, parfois j'ai dénoncé une violation du code de sécurité intérieure où les sommations n'étaient pas faites, où les charges n'étaient pas utiles, où les tirs de LBD n'étaient pas utiles dans l'aspect de la manifestation. Là, en fin de compte, les forces de l'ordre ont respecté le maintien de l'ordre par rapport au code de sécurité intérieure, en utilisant des grenades lacrymogènes et en utilisant des grenades assourdissantes remplies de gaz lacrymogène. Mon client dit très bien qu'il était proche des grilles anti-émeutes et que certains manifestants tapaient contre ces grilles pour manifester, pour montrer un certain mécontentement à ce niveau-là. Mais comment dire, je veux dire, oui, il m'aurait demandé d'attaquer les forces de l'ordre, de saisir l'IGPN parce qu'il aurait vu un fonctionnaire le viser lui particulièrement ou que la grenade explosait au niveau de la main, évidemment, mais ça n'est pas le cas. Bah, c'est bien d'entendre ça aussi, hein. Nasser, je sais pas ce que t'en penses, toi qui as l'habitude aussi d'aller dans les manifestations. Bon, tu n'y étais pas samedi. Je n'y étais pas, j'y étais de celle de la semaine d'avant. Ouais. Après, il faut voir comment ils sont utilisés aussi, hein, ces grenades. Moi qui ai participé à une bonne partie, même pour dire la majorité des manifestations qui ont été faites avec les Gilets jaunes il y a 2 ans, il faut voir comment on utilise ces grenades et quels dégâts que ça a fait. Parce qu'il faut rappeler peut-être aussi qu'il y a eu des éborgnés, il y a eu des gens qui ont perdu leurs mains, des doigts. Donc ce qu'il a subi le journaliste aujourd'hui, c'est pas la première et je pense que ça sera pas la dernière. Mais on n'en prend pas. On n'a aucune leçon aujourd'hui qui est prise en compte quand on constate les dégâts que ça peut faire. Moi, je considère que l'État a sa responsabilité. Parce que Gamal l'a si bien dit tout à l'heure. Quand on incriminalise une personne, on le fait jusqu'au bout. Quand on dit qu'il y a des tensions et des dégradations, quand on utilise des feux d'artifice ou on va dire des mortiers, etc., on n'a aucun souci à le soulever et à le relever. Là, comment on a pu envoyer ce genre de grenade alors que la police n'était pas nassée, elle était tout simplement en fonction, elle était face à des black blocs qui aujourd'hui ont l'habitude de venir à des manifestations. Donc ils ont fait en sorte que cette tension existe et de faire aussi la distinction entre des journalistes, des manifestants et de mettre de côté les black blocs qui sont identifiables dans toutes les manifestations. Bien sûr, ils les connaissent. Bah oui. Bien sûr. Et moi, c'est ça qui me choque le plus. Donc après que le journaliste décide de ne pas porter plainte contre l'État, c'est son choix. C'est pas journaliste, c'est pas journaliste. Ah, Non, c'est pas journaliste. Il n'est pas journaliste. Ah, d'accord. Pour l'IFOP, hein, il est conseiller pour l'IFOP. D'accord, ok, très bien. Maintenant, il y a la dotation des forces de l'ordre avec des armes qui sont soit des grenades de désencerclement, des grenades assourdissantes, des palets incandescents. Bon, il faut savoir que mal utilisé, ça peut provoquer évidemment d'énormes dégâts. Et que une chose qu'on peut remarquer, c'est que le tir du LBD depuis que le ministre Darmanin est en poste, il n'y a pas eu d'éborgné depuis qu'il est en poste depuis quelques mois. Alors, il y a eu une nouvelle procédure pour l'utilisation du LBD. Bon, je crois qu'il est toujours utilisé puisqu'il y a eu un tir de LBD signalé dans la manifestation samedi de quelqu'un qui a été touché à la jambe sur Paris. Mais il faut quand même remarquer les efforts ou les points positifs, parce qu'à un certain moment, au moment des manifestations du Gilet jaune, il y avait une utilisation du LBD par des gens de là-bas qui n'étaient pas du tout fermés, qui n'étaient pas du tout formés pour l'utilisation de cette arme de guerre. On peut considérer comme une arme de guerre. Mais il faut savoir apaiser aussi les choses, parce que si on rentre dans cette escalade à dire la police est systématiquement violente, on va pas s'en sortir. Et je crois que le message de mon client m'a particulièrement étonné, dans le sens qu'il m'a dit non, moi je veux pas être considéré comme un violent et je me dissocie des violents. Non, mais c'est très loin de tout ça. Moi je soulève ces points parce que c'est l'utilisation, comment on l'utilise.
rappelons peut-être que Zineb Radouane, qui est décédée, qui n'avait rien demandé, qui était par sa fenêtre et qui a reçu une grenade chez elle et qui est en train de fermer des rideaux. Donc effectivement, elle a été victime de quelque chose. C'est venu d'où? C'est bien un policier qui l'a envoyé vers sa fenêtre. Mais je ne pense pas que le policier l'ait intentionnellement visé. Ça, on ne le sait pas. Non, mais ça, bien évidemment. Il y a une enquête, il y a une enquête en cours. L'enquête n'est pas finie. Maintenant, moi, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai été victime de blessures lors de manifestations. J'ai reçu un BD dans le dos lors d'une manifestation qui était évacuée du côté du 8e arrondissement au mois de décembre 2018, il y a 2 ans. Ça manifeste dans le 8e. Voilà. Sur les champs. Dans le 8e, près des champs. Donc, je l'ai eu en plein dos. Enfin, c'est assez violent. On le sent passer. Bien sûr. Bon, je n'ai pas apporté le temps puisque je me suis retrouvé. J'étais pas là par hasard puisque je suis la manifestation que je filmais. Il y a une différence notoire tout de même. Faut pas le perdre de vue. Zineb Redouane ne manifestait pas. Elle était chez elle. Elle était chez elle. Il semblerait que le policier. Donc, il y a une part de responsabilité de l'État. Mais on ne peut pas accuser le fonctionnaire de l'avoir... Si, on peut l'accuser, parce que lui, il est là pour rétablir l'ordre dans la rue, pas chez les gens au premier étage. Le problème, c'est qu'il y a une enquête qui est menée. Que le Fouquet qui a brûlé, ça a été dû au palais incandescent des lacrymogènes. On ne peut pas accuser des Black Blocs d'avoir... Ah oui, là-dessus, on est d'accord. Mais moi j'allais vous dire une chose par rapport à ça, parce qu'on parle beaucoup de choses. Là, hier, on fêtait, on commémorait, parce que c'est pas une fête malheureusement, la mort de Malik Osekine en 86, qui avait manifesté par rapport à la loi de Vaquet. Tout à fait. Et c'était il y a donc... 86 Oui, 86, ça fait donc pratiquement... plus de 24 ans. 35 ans, 24 ans, ouais. 34. 34, je m'en souviens. Voilà, donc le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les voltigeurs. Ouais, moi, ce qui m'interpelle, c'est que ces fameux black box ressemblent vraiment à des voltigeurs. Je dis pas que c'est la police, mais je dis qu'ils sont peut-être utiles pour autoriser la charge. Je pose la question. Alors, ça ne veut pas dire que j'accuse qui que ce soit. Des manifestants le disent. Des manifestants disent qu'il y a des policiers déguisés en black bloc. Et ils se ressemblent. C'est vrai qu'on peut se poser la question parce qu'il y a toujours l'idiot utile qui met le feu et qui permet de créer de la tension. Donc, à la décharge de la police, pour le coup, moi, je suis pas forcément un grand fan de la police de nuit particulièrement, mais à la décharge de la police, ça fait quand même 2 ans qu'ils sont mis à rude épreuve, 2 ans que ça se tape dans les rues, 2 ans qu'ils sont cordialement détestés par les manifestants et pour cause parfois. Et au bout de 2 ans, les types, ils sont plus tellement dans une situation de réaction normale. Ils sont dans une réaction hyper émotionnelle, hyper violente, hyper dépressive pour certains. Donc on peut aussi tenir compte de la responsabilité de l'État qui ne va pas sur une table de négociation pour calmer le jeu. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça dont on a besoin. Alors ça, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité politique de la situation que l'on vit actuellement en France. Il y a des manifestations tous les samedis depuis plus de 2 ans. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a une forme de mépris. Au départ, moi j'accusais l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Castaner, qui était dans le déni systématique des violences. Et il instrumentalisait les forces de l'ordre pour réprimer de manière très forte, très violente, le mouvement social des Gilets jaunes. Je ne dis pas qu'il y avait que des Gilets jaunes pacifiques, il y a eu des violents aussi, je l'admets, mais l'utilisation des forces de l'ordre a été faite de manière très forte pour dissuader les gens de venir manifester le samedi d'après. Il y a eu beaucoup de gens blessés. Et la plupart des gens qui ont été épargnés ne sont pas des gens violents. C'était des manifestants qui étaient pacifiques dans l'ensemble. Et ceux-là, ils ont un préjudice à vie, car l'utilisation d'un œil, c'est terrible. Maintenant, il faut bien faire le distinguo pour ceux qui ont les mains arrachées. Parce que ce qui s'est passé avec mon client, il n'aurait pas saisi la grenade par la main, il n'aurait pas eu les doigts arrachés. Et il faut faire quand même attention dans le sens que il y a une responsabilité aussi de dire je ramasse la grenade, ça risque de me péter dans les doigts, de m'exposer la main. Donc il faut quand même bien faire la part des choses. Les gars qui ont reçu un LBD dans l'œil, eux, ils l'ont pas voulu. Ils sont pas mis devant le LBD en disant essayez de me viser dans l'œil. Vous comprenez. Donc il faut faire le distinguo et être le plus objectif possible pour pas rentrer, si vous voulez, dans une accusation systématique. Alors après, vous avez des coups de matraque. Les charges, on ne peut pas éviter les coups de matraque. Et quand vous prenez un coup de matraque sur la tête, généralement, quand vous fend le cuir chevelu, ça saigne abondamment. C'est très impressionnant. Moi, j'ai eu de tout. J'ai eu des gens qui ont eu des bleus, qui ont été touchés violemment lors de charges avec des matraques, qui ont été malmenés. Il y a toutes sortes de dégâts. Il y a aussi des dégâts collatéraux, des grenades dispersantes qui, avec les éclats touchent les membres. Ça peut toucher le visage. J'ai des gens qui ont été balafrés, qui ont perdu des dents à cause d'éclats de grenades. D'autres qui ont eu... Quoi qu'il en soit, mettre le samedi pour aller manifester, cela comporte des risques, quoi qu'il en soit, visiblement.
et c'est bien regrettable. En tout cas, merci beaucoup, maître Philippe Deveul, donc nous avoir expliqué la démarche de votre client Richard B qui vous a saisi pour le représenter. Merci beaucoup et vous souhaiterez un prompt rétablissement à votre client Richard B surtout. Merci beaucoup, à très bientôt Philippe Deveul. Merci beaucoup maître. Dans un instant justement, tiens, on va en parler avant d'accueillir nos invités pour parler de l'association Esperanza. Justement, les fameux Black Blocs, les amis. Est-ce que l'État est impuissant face à eux? Ils sont là et régulièrement viennent casser, s'en prennent au monde de l'argent, des anticapitalistes, aux banques, etc. On a vu des vitrines exploser. Eh bien, on a l'impression que tout est fait pour les laisser tranquilles, les laisser agir dans Paris. On se pose la question, est-ce que l'État est impuissant? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez dans un instant. Ça s'appelle le Grand Forum, les amis. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous en direct en ce lundi, 16h-18h, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité avec Nasser Lajili, avec Gamal Abina qui sont avec nous aujourd'hui. Et pour répondre à la question, on va accueillir nos invités qui sont venus en force, on peut le dire. Aujourd'hui, Gamal Abina, Nasser Lajili, on parle des Black Blocs. Alors, ces fameux Black Blocs qui viennent régulièrement dans les manifestations, tout péter, tout casser, les vitrines des banques arrachées, enfin éclatées. Et on les espère visiblement puisqu'ils sont là tranquillement en train de pouvoir agir sans que les policiers n'interviennent, alors qu'on nous disait via la bouche de Madame Kebab la semaine dernière qu'ils étaient identifiables, qu'on les connaissait, qu'on ne les interpellait pas. La question se pose, est-ce que l'État est impuissant? Gamal Abina, vous avez répondu quoi, vous? Pour ma part? Oui, pour ta part. Bien évidemment qu'il n'est pas impuissant. Et c'est pas parce que Chiche Kebab nous raconte des histoires qu'il faut y croire. Quand Madame Kebab nous dit que l'État est impuissant, qu'il y aurait une collusion entre l'État et peut-être des manifestants, j'y crois très moyennement. Il est probable qu'on laisse faire, mais l'impuissance n'existe pas en substance. Ils savent très bien qui sont les Black Blocs, ils connaissent très bien. J'ai vu la CNT qui manifestait aussi un petit peu énervée samedi dernier. C'est des organisations qui sont connues et reconnues, mais elles servent quelque part pour faire arrêter rapidement les manifestations. Ça rend service. Donc tu as répondu non? Bien sûr que non. D'accord. Nasser Lajili? J'ai eu exactement la même réponse et je considère que ça les arrange même d'ailleurs. Oui, tu les as vus agir toi sur le terrain, les Black Blocs? Oui, mais c'est des habitués. Ouais. Dans les manifestations, on les voit, ils sont identifiables. Ils Cités, bien au contraire. Comment? Ah non, ils viennent pas des cités. Non, ils sont identifiables. C'est des anarchistes, absolument. Donc c'est des gens qui sont identifiables, qui ont l'habitude de venir dans les manifestations. Voilà, et ces gens-là, malheureusement, agissent à chaque fois, soit en fin de cortège, soit en début de cortège. Et d'ailleurs, ça arrange, je pense, le système français pour que les choses... Parce que si on voulait les interpeller, ça serait rapide. Assez rapide. On les connaît, on les a identifiés. Donc, c'est ce qu'on nous dit. Donc je ne sais pas. Alors, quelle est la volonté? Alors, certains manifestants disent aussi, entre guillemets, parce qu'évidemment, on n'a pas les preuves, mais certains manifestants disent avoir constaté que des policiers déguisés en Black Bloc s'infiltraient justement au sein des Black Blocs. Ça existe. Effectivement, il y a des gens, il y a des policiers qu'on a du mal à identifier quand ils sont dans des manifestations et qui sont dans la foule. Ça existe. Mais les considérer comme des Black Blocs, je ne pense pas. Je sais pas. J'en ai jamais vu. Par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'on a renforcé les Black Blocs. Avec tout ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, les éborgnés, les personnes qui ont été blessées gravement, ça a renforcé, on va dire, le système des Black Blocs. Je veux dire, les gens commencent à s'intéresser à ce que fait le système des Black Blocs, quoi. Bon, on vit un drôle de monde quand même, les amis. Je signale entre parenthèses que dans une manifestation qui s'est produite à Lyon samedi dernier, on a quand même interpellé un gamin de 12 ans. 12 ans. Parce qu'il jetait des pierres. Bon, il n'a pas battu le record, il y a le Turc de 10 ans quand même, 2 enfants de Turc. Bon, voyez où on en est, quoi. Alors il y en a certains sur les réseaux sociaux qui disent mais que foutait là le gamin de 12 ans Je veux dire, il peut pas être chez lui au show, qu'est-ce qu'il foutait en manif? Il était pas informé du parcours de la manifestation par exemple. Oui, je sais pas. Quoi qu'il en soit, on va accueillir nos invités. Alors, on va parler de l'association Esperanza, c'est ça, qui a eu quelques soucis du côté du Blanc-Ménil. On est dans le 93. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, parce que là il y a tellement de monde. D'accord, il n'y a pas de souci, on va bonjour cher monsieur. Bonjour, écoutez, moi c'est Moustapha, président de l'association Esperanza. Monsieur le président, bonjour. Merci pour cet accueil, déjà c'est important pour nous, on n'a pas forcément tout le temps l'occasion d'être invité
Et vous nous le permettez aujourd'hui, donc c'est important pour nous. Alors présentez-nous un petit peu l'association, Monsieur le Président. C'est une association qui existe depuis 2009, qui est installée au Blanc-Ménil, au sein du quartier des Tilleuls, le plus grand quartier de la ville. Oui. C'est une association qui existe depuis, comme je l'ai dit, depuis 2009 et qui principalement, quand elle a existé, a commencé à faire des maraudes, tout bonnement, que ce soit en banlieue ou sur Paris. Et qui a grandi et qui, au fil du temps, s'est vu faire plusieurs activités, d'autres activités dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, on est principalement là pour aider les gens un peu plus précaires qui sont plus dans la difficulté, pour leur apporter une aide alimentaire. Donc c'est ce qu'on fait. Il y a de quoi faire en ce moment. Hein. Ah, c'est sûr, dans la période, c'est une période compliquée qu'on est en train de traverser là. Vous constatez vous aussi à votre niveau? Nous, à notre échelle, on le voit très bien parce qu'il y a une multiplication des gens qui sont dans la difficulté. On a de plus en plus de bénéficiaires et malheureusement, voilà, la période actuelle, elle a fait que la pauvreté s'est accrue sur le territoire et principalement dans les banlieues qui sont le plus délaissées malheureusement. Alors on parle d'un incendie dont vous seriez victime. Effectivement, on a été victime d'un incendie dans la nuit du 24 au 25 novembre récemment. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu 3 départs de feu distincts sur 2 de nos locaux. Et voilà, on a eu des problèmes finalement pour pouvoir reprendre notre activité. Il y a nos stores qui ont été saccagés. L'incendie a pris dans un des locaux. Et on a une partie de nos denrées qu'on a dû malheureusement jeter. Ouais. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a une certitude que cet incendie soit criminel? Sur le caractère criminel, nous, avec les pompiers avec qui on a pu échanger lors de l'intervention, parce qu'on a dû quand même se présenter et aller rapidement au-devant, le caractère criminel, il n'y a pas de doute sur le caractère criminel. Il y a une plainte qui a été déposée, il y a une enquête et on attend. Qui peut vous en vouloir, Monsieur le Président? Qui peut nous en vouloir? Très bonne question. Pour nous, ça nous paraît assez buesque dans la situation et dans le contexte actuel. On sait qu'il y a des gens qui sont dans la difficulté. Ça nous paraît assez... D'aider les gens à se nourrir, ça comporte des risques aussi dans ce pays. On aurait aimé croire que non, mais il semblerait qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être un problème avec ça, parce que nous, on n'est pas là à proprement parler pour faire de la politique. On est là pour parler des problèmes du quotidien, des problèmes que les gens traversent. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a des politiques qui sont adoptées, qui sont appliquées et qui mettent de côté une partie de la population. Nous, ces populations, on est au contact d'elles au quotidien et on voit ces difficultés-là très clairement. Gamal, tu connais cette association? Oui, je la connais par une amie qui m'en a parlé. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés sur Facebook, pour le coup. Merci le numérique. Et il faut déjà traduire le terme d'Esperanza, signifie, je crois, espoir, si je ne me trompe pas en espagnol. En italien, je suis fatigué, moi, espagnol, italien. Bref, en latin. Et surtout, rappeler que l'association, quand on porte un coup aussi grave à une association qui reste caritative, on porte un coup apparemment à 40 ou 45 familles que vous nourrissiez. Au quotidien. Donc ça signifie que c'est vraiment une association pour laquelle il y a une nécessité impérieuse d'exister, puisque ces familles ne sont plus nourries aujourd'hui, j'imagine. Et je pense qu'il faudrait peut-être envisager de lancer un appel de soutien. C'est peut-être qu'il faudrait en parler peut-être dans ces termes-là, parce que... de quoi avez-vous besoin aujourd'hui, clairement? Très concrètement... votre prénom, présentez-vous, ce qu'on a eu. Moi, c'est la deuxième voix. Moi, je suis Sofiane, je suis l'un des 3 fondateurs de l'association. D'accord. Donc, on a commencé... nous, notre association, on a commencé sur une blague. Ouais. Et je pense qu'elle finira aussi sur une blague, parce que c'est important de le rappeler, qu'on était une petite bande de jeunes dans une voiture qui déconnait. Moi, j'avais 27 ans à l'époque. J'en ai 39 aujourd'hui. On s'était dit, et si on s'unissait pour faire du bien aux nécessiteux? On s'était dit, et si on se réunissait pour donner une autre image que l'on porte le plus souvent dans les médias ici et ailleurs, ou au travers des politiques qui sont rarement sur le terrain, parce que si on les géolocalise, ils sont là que pendant les élections. Ouais. Donc moi, je vais parler très franchement, très concrètement. On est une bande de jeunes qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire la guerre contre la pauvreté. Et vous avez dit à qui profite le crime? À qui profite le crime? Lorsqu'on tire sur une ambulance... À qui profite le crime? Lorsqu'on tire sur une ambulance, lorsqu'on touche à des symboles tels une église, une mosquée, une synagogue, quoi ou qu'est-ce, et ben là, c'est un message qu'on veut passer. Et je pense que là, il faut appeler un chat un chat.
Si tout le monde dit aujourd'hui que le soleil est une étoile, ben, je ne vais pas dire le contraire. Donc nous, on dérange, on est au plein cœur d'un quartier qui a le grand appétit d'un des plus grands projets immobiliers de France, très clairement, le plan Henri II. Donc nous, on est une association humanitaire, nous on fait, je vais reprendre ce que disait Coluche, il disait quoi? Il disait lorsque je me suis présenté, je leur ai fait peur, mais lorsque j'ai fait les Restos du Cœur, je leur ai fait honte. C'est clair. Donc nous, très concrètement, les politiques, ils n'aiment pas voir une file d'attente. Une file d'attente au sein même de leur ville. On montre ce qu'ils ne font pas au quotidien. Donc nous, dans notre ville, il n'y a plus de CCAS, il n'y a plus de sécurité sociale, il n'y a plus rien du tout. Et le comble dans tout ça, c'est que au sein de notre ville, eh ben, c'est eux qui nous envoient les gens. Ils nous envoient les gens avec des bons, avec un tampon, avec une signature en disant « Allez chez Speranza, ils vont vous aider ». Les politiques ? Les politiques, exactement, la municipalité. On travaille même avec le département, on est reconnu DRIL. Donc nous... Traduction DRIL. DRIL, c'est en fait, on est habilité à recevoir des dons publics et c'est pas n'importe qui peut le faire. Donc il faut assumer, comment ça s'appelle, faut avoir tout un tas de choses validées. Démarche administrative. Exactement, et c'est très compliqué pour l'avoir. Donc nous, on est habilité DRIL. Donc on va récupérer des denrées alimentaires au sein de la Banque alimentaire européenne et française. Excellent. Donc voilà, et au quotidien, nous, c'est en moyenne, c'est 30-35 familles. Parce qu'avant, on faisait des maraudes, on est parti à Calais, on a fait une opération pour le Congo, on a fait toute une pléthore d'opérations humanitaires, mais on s'était dit, mais en vérité, en bas de chez nous, pas très loin de chez nous, il y a des gens qui sont en souffrance. Il y a des gens qui galèrent très concrètement. Tu as des femmes qui sont en situation monoparentale, tu as des personnes qui sont en galère, et ça c'était avant la crise. Maintenant je vais parler pendant la crise. Pendant la crise, il y avait des personnes qui tournaient autour de 2000 €, 2002, 2003, 2004. Et Alfred Sauvy, vous connaissez peut-être l'économiste, qui parlait de quart monde. C'est ça. On est en plein dedans là. Voilà. Et ben aujourd'hui, maintenant, il y a des gens qui étaient donateurs de l'association Speranza sont devenus des bénéficiaires. Donc là, il va avoir le 1er décembre 2021. Donc on va passer dans un autre cap, et moi je veux alerter l'opinion publique, je veux leur dire que là ça va être de plus en plus compliqué, ça va être une implosion globale, parce que les gens ils sont en galère. Il faut rappeler, ceux qui étaient donateurs maintenant font la queue pour être nourris. Exactement. C'est bien ça qu'il faut expliquer. C'est incroyable, c'est incroyable d'entendre ça. C'est horrible. Exactement. Et ben nous on le sait, parce qu'il y a des fois où on reçoit des frigos, on reçoit des canapés, on va chez les gens. On va chez les gens, on rentre. On a des cafards, on a des puces de lit, on a des rats, on n'a pas d'internet, on a la chaudière qui déconne. Donc nous, on veut bien se battre, mais lorsque l'on pointe du doigt toutes ces choses-là, eh ben on dérange. Important, parce que c'est important de rappeler la situation réelle dans laquelle vous êtes. Qui vous soutient, qui ne vous soutient pas, quels sont vos moyens. Nous, on est soutenus par le meilleur des soutiens qui existent au monde, c'est le peuple. Le peuple, ils nous aiment, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'on fait, et ils le sentent au quotidien. Parce que je mets au défi, dans notre zone de chalandise autour de chez nous, quelqu'un qui n'a pas bénéficié de Speranza, de près ou de loin, direct ou indirect. Donc sur ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on dérange dans le sens où il y a une politique de mixité sociale qui veut se mettre en place, ça s'appelle la gentrification. Il y a une guerre qui est menée contre la pauvreté, il y a une pauvrophobie. Il y en a qui détestent les pauvres, qui ne peuvent pas les voir. C'est pas une bonne guerre, c'est une guerre contre les pauvres, pas contre la pauvreté. Exactement. Et la guerre, des guerres contre les pauvres, parce qu'ils ont peur, ou ils n'aiment pas, c'est ça, ou je sais pas. Il faudra leur parler. Après, ça, je pense que c'est de l'ordre de la psychologie, ça, c'est pas mon ressort, mais tout ce que je veux dire, c'est que nous, on sera toujours à côté d'eux. Sofiane, aujourd'hui, vous estimez à combien la perte suite à cet incendie, justement Après, franchement, de façon, pour parler fiduciairement parlant, nous, on a déjà commencé à faire la réparation des stores. Ça veut dire... je sais pas, grosso modo, franchement, c'est même pas une question d'argent. Là. C'est pas ça qui va vous arrêter, en tout cas. Non, vraiment pas. Et on n'est pas là pour ça, parce que le bien qu'on le fait, on le voit au quotidien. Et comment vous faites justement pour distribuer? Sur quels critères vous vous basez? Comment on fonctionne? Comment on fonctionne? À l'année, il y a une participation de 10 € pour les familles qui sont capables de le faire. Donc nous, on demande tout un tas de papiers pour calculer le reste à vivre. Ça veut dire sur l'ensemble des entrées et des sorties,
on essaye de voir combien cette personne se situe. Vous faites une évaluation des besoins. Une évaluation. Et donc une fois que ça a été fait, on tranche pour savoir quelle personne va avoir une gratuité ou à combien de fois, à raison de combien de fois, parce que dans le foyer il y a tel ou tel besoin. Donc on va dire sur tout ce qu'on distribue, il y a une trentaine de % qui est dans la gratuité. Le reste, c'est une participation de 5 € par panier. Ouais, ce qui est rien. Donc voilà. Et c'est quoi le panier? Très concrètement, le panier, c'est quoi? Un panier, ça dépend. Par exemple, là, c'est les fêtes. Après, on va dire parce que c'est les fins de série, c'est du dégagement comme ils appellent. On va recevoir du foie gras, on reçoit du caviar des fois, mais je suis très sérieux. Ah, ça fait plaisir. Du champagne. Nous, on est une association religieuse, on est une association apolitique. Quand je dis apolitique, je mens un peu parce que on fait de la politique au quotidien, de la real politique comme disent les Anglais. Donc on est sur le terrain, mais vraiment on donne à tout le monde quoi. On a des paniers rouges pour les personnes qui mangent pas halal et des paniers verts pour les personnes qui mangent halal. Donc on aide tout le monde et on regarde pas qui. Sans distinction. Voilà, sans distinction, parce qu'il y a des personnes qui viennent de Montreuil, de Paris 15e. Qui viennent de loin comme ça. Exactement. C'est que vous êtes très connus alors. C'est parce qu'il n'y a pas, c'est qu'il y a un désert. Quelle est la fréquentation des distributions, Sofiane? C'est tous les combien? Tous les jours? 5 fois par semaine. 5 fois par semaine. 5 fois par semaine. Il n'y a pas longtemps, là, on a dispatché 31 tonnes, un semi-remorque de denrées alimentaires à cette association aux alentours. Donc, il y a plein de petites associations qu'on aide, etc. Mais nous, le truc, c'est quoi? C'est que vraiment, on est dans la grosse quantité, quoi. Tout ce qui rentre dans le local sort illico presto. Comme aujourd'hui, là, on a fait quoi? On a fait 5 palettes. 5 palettes. Quand même. Et ça vient d'où, vous me disiez? Cette marchandise, elle vient d'où? Cette marchandise, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est habilité drill. C'est-à-dire on récupère au sein de la banque alimentaire. D'accord. La banque alimentaire française, on paye une partie, il faut savoir. Il faut savoir qu'on paye une partie, c'est symbolique, mais on paye. Tandis que la banque européenne, c'est gratuit. Et sinon, on travaille avec une société qui s'appelle Phoenix, qui elle, est une société qu'on salue et qui est notre partenaire. Et que depuis 3 ans maintenant, on est le partenaire privilégié régional de Phoenix, parce qu'on récupère le plus gros volume de denrées alimentaires. Et eux, leur credo, c'est rien ne se perd, tout se transforme. C'est bien ça. Donc voilà, ils luttent contre le gaspillage alimentaire, ils luttent contre... Et vous prenez les dons? Oui, on prend des dons, on a un PayPal, on n'a jamais fait de cagnotte, par principe. Ça, c'est au sein de la politique, au sein de l'intérieur de l'association. On ne fait pas de cagnotte, on a un PayPal, on a un RIB, les gens ils donnent comme ils peuvent. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on est une association d'économie de dons solidaires. Et on est surpris de voir qu'il y a énormément de personnes qui aident, et souvent dans l'ombre. Donc des gens qui donnent sans rien attendre en retour, qui est notre credo. Donc, voilà. Alors, on va peut-être donner, pour finir, les coordonnées de l'association Esperanza, pour ceux et ceux qui souhaitent vous suivre, peut-être éventuellement vous aider. Vous recherchez par exemple des bénévoles pour faire de la distribution ou pas? Honnêtement, sur question de bras, on en a beaucoup, Dieu merci. C'est pas ce qui manque. Après, vraiment, dans les recherches, par exemple, là, tout de suite, on va faire un vrai appel. On a besoin de plaques, on a besoin de peinture, on a besoin d'électricité, parce que quand un feu il s'allume, il ravage tout. On a besoin de 2 frigos, on a un restaurateur qui nous en a prêté, et c'est des frigos professionnels qui peuvent prendre un volume conséquent. Donc en ce moment, ils sont un petit peu à l'arrêt, les frigos dans les restos. Exactement, et parce que savoir même qu'au Blanc-Mini, où est-ce que l'on siège, les Restos du Cœur ont dû fermer pendant 1 mois, au mois de novembre, quoi. Donc nous, on avait tout... Pourquoi ils ont fermé? Je sais pas. Donc c'est les assistants sociaux qui nous ont écrit un mail en nous expliquant que vous allez avoir un peu une recrudescence, donc on vous soutient, etc. Donc c'est ce qui s'est passé dès qu'il y a eu l'incendie. De manière, ils nous ont appelés directement. Il y a les services de l'État qui nous ont appelés, qui nous ont dit comme quoi qu'on était avec vous, mais chez nous, au sein de des élus et des politiques, silence radio, quoi. Municipaux, vous dire. Exactement. Alors vos coordonnées, on peut vous trouver où, Esperanza? Esperanza, c'est SPERANZA. C'est sur Instagram. Speranza.93. C'est la page. D'accord. Et ensuite, on a sur le groupe Facebook, association Speranza. Speranza. C'est ça. J'aime bien, Speranza. Association Speranza. Avec Sofiane et avec Monsieur le Président et toute l'équipe également, les personnes qui vous accompagnent. D'abord, bravo, un bon bravo collectif à vous tous. Tout est parti d'une blague, effectivement, comme vous nous l'expliquiez tout à l'heure, Sofiane. Et aujourd'hui, c'est pas une blague, quoi. La misère, elle est là.
Elle est bien présente. Ah, surtout là, dans la période sombre laquelle on est en train de traverser, là, je sais pas ça va être quoi, je sais pas ça va être quoi notre avenir. Surtout pour nous. Vous êtes inquiet, sérieusement, Sofiane? Je suis pas inquiet, je me dis même qu'on peut même s'arrêter. Parce qu'on peut s'arrêter parce que dans le sens où ça va être de plus en plus compliqué d'un point de vue financier. Parce qu'on se rend compte que les coupes budgétaires elles commencent à fondre comme neige au soleil. Et qu'on se dit que les gens, par exemple, autour de nous, on a fait un appel aux dons avec un PayPal et avec un RIB. Je peux vous garantir sur parole qu'on n'en veut pas à la population, mais c'est très, très petit, quoi. Mais est-ce que si vous décidez de vous arrêter, vous n'allez pas considérer que ça serait un échec pour vous et même pour la population? Ça serait peut-être un abandon. C'est ça qu'il faut aussi prendre en considération. Non. Après, quand on regarde... non, je pense pas, parce que les actions restent, elles perdurent. Nous, on s'est inscrits sur le temps. Et des fois, il y a des moments où quand on n'a pas de soutien, ou quand après, on reste des êtres humains comme tout le monde. Et on se dit que peut-être que des fois, on est arrivé au bout de notre chemin. Peut-être ça va prendre une autre formule, peut-être ça va muer, peut-être ça va faire autre chose. Mais l'aventure Speranza, elle est... Là, franchement, elle a pris un coup quand même. Elle a pris un coup. On brûle vos incendies. Ça fait 11 ans qu'on incendie de la bouffe. Il faut faire comme le phénix, il faut renaître de ses cendres. C'est ça. Mais c'est très compliqué. Ce que disait Coluche sur sa première action des Restos du Cœur, il espérait que ça ne serait qu'une seule fois et qu'on s'en serait débarrassé. Évidemment, c'est l'espoir. C'est surtout qu'on parlait tout à l'heure de la pauvreté. On était à 200 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté l'année dernière. Cette année, on est à 300 000. Donc, on a 100 000 personnes en une année qui se retrouvent en seuil de pauvreté. Donc, c'est hyper important aujourd'hui que ces associations soient soutenues. Et déjà, je vous encourage et je vous félicite par rapport au travail que vous faites sur le terrain, parce que ça, c'est hyper important. On ne le dit pas souvent et on ne le montre pas, mais c'est nécessaire. Sans vous, il y a des familles qui se retrouveraient en difficulté et se retrouveraient peut-être à faire des choses qu'ils ne souhaiteraient pas faire aujourd'hui. Et ça, il faut le prendre en considération parce que j'ai été confronté à ce genre de personnes face à nous. J'ai une association, donc je ressens complètement ce que vous êtes en train de subir. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui pour vous de vous rassembler, de montrer votre force? Parce que c'est aussi ça. On ne fait pas de politique. Votre seule politique, c'est quoi? C'est de combattre la pauvreté, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est l'une des plus belles paroles que je retiens dans cette interview. Et je considère qu'aujourd'hui, montrer que vous n'êtes pas seul, je pense qu'il est nécessaire pour montrer à ces politiques ou autres, toute personne qui vous en veulent aujourd'hui, de montrer qu'il y a une grande solidarité autour de notre association qui travaille depuis plusieurs années. Voilà, écoutez, sur la solidarité, nous on l'a senti après cet incendie, il y a un élan formidable, on a vu beaucoup de gens venir, beaucoup de gens passer et nous soutenir très clairement. Après, peu importe comment ça se traduit, le plus important pour nous, c'est quand même que les gens soient là, ça c'est important, les liens humains, c'est quelque chose d'important pour nous et c'est ce qui nous unit avant tout. Maintenant sur le monde associatif, le monde associatif actuellement il traverse une période très particulière. Absolument. On est dans une crise particulière et tout à l'heure vous demandiez pourquoi certaines associations fermées. Il faut savoir que principalement dans le monde associatif il y a beaucoup de seniors, il y a beaucoup de gens qui ont un certain âge qui après en prenant leur retraite se mettent dans l'associatif pour occuper leur journée, occuper leur temps libre. Et ces gens-là, avec la crise du Covid, forcément, ils se sont écartés de ces activités-là. Et ça s'est ressenti dans le monde associatif. Maintenant, nous, le constat qu'on fait, il est celui-là, c'est que tout ne peut pas reposer sur le monde associatif. Aujourd'hui, il y a des associations qui existent, d'autres qui n'existent plus, malheureusement, et d'autres qui existeront demain. Et l'apport qu'on peut apporter de toute manière aux gens, il peut se traduire de différentes manières. En tout cas, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui se rattacher uniquement aux associations. Il faut que les responsables politiques prennent leurs responsabilités aujourd'hui. C'est difficile de se dire que tout repose sur les associations au sein de quartiers comme le nôtre. Nous, on est dans un quartier où il y a 12 000 habitants. Et c'est regrettable de voir que des structures concrètes, municipales, puissent exister ou puissent apporter leur aide et qui ne sont pas là et que ça ne se traduit pas dans les faits en fait. Il y a eu 2 incendies en 9 mois. Voilà, et deux incendies, il y a 2 associations. Vous et une autre encore? Ouais, effectivement. Il y a humanitaire, il y a 9 mois. On a aussi un rôle sensibilisateur. Nous, on est là pour dire aux gens, demandez aux politiques, parce que les politiques, ils ont des comptes à rendre. Aujourd'hui, le sentiment qu'on a, c'est qu'ils ne sont pas là pour la population. Et ça, c'est problématique. Quand ces gens se
se sentent, on va dire, libres de tout, au final, on les écoute et on a le sentiment qu'ils sont responsables de rien, alors que pour nous, ils sont responsables de tout. Bien sûr. L'association Esperanza, on le rappelle, que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur Facebook. Merci beaucoup d'être venu nous voir et à très bientôt et bon courage pour la suite et en espérant que vous puissiez continuer vos différentes actions pour aider ceux qui en ont le plus besoin. En l'occurrence, c'est pour eux que vous vous battez évidemment. Merci à toute l'équipe de l'association Esperanza. Merci à vous pour votre accueil. Par le Bon Forum et France Maghreb 2. Et à très très vite. Dans un instant, il a écouté l'émission entièrement. Il s'appelle La Belle Histoire. Il nous en a fait une chronique à tout de suite, juste avant 18h. Vous allez retrouver ce soir, désormais tous les lundis, Chernalé avec Medjahed ce soir sur France Maghreb 2. Bonne soirée à tous. C'est un méchant cluster aujourd'hui dans le studio, je dois vous le dire. Entre Nasser Lajili, Gamal Amila et nos nombreux invités, l'association Esperanza qui sont venus en force aujourd'hui. Voilà, et Medjahed et Chernalé. Si tout le monde n'a pas le Covid dans les 15 jours, les gars, je pense qu'on a tout compris. Non, il n'y a pas le Covid, Inch'Allah. Chernalé, fais gaffe. Hein. Non, il y a Christophe. Parce qu'on a la bénédiction ici. Ah bon? T'inquiète pas. Bon, on va retrouver La Belle Histoire qui va nous clôturer cette émission. Ils nous ont fait le résumé. Bonsoir La Belle Histoire. Attention Christophe, parce qu'aujourd'hui je ne m'appelle pas La Belle Histoire, je m'appelle Abdel. Abdel? Pourquoi Abdel? Mais parce que comme 3 chroniqueurs aujourd'hui, ça fait Gamal Abdel Nasser. Ah, joli. On t'écoute La Belle Histoire, vas-y. Black Bloc Note. Chaque week-end, c'est le grand bal. Triste carnaval bordélique où des centaines de Black Blocs ont envahi les rues de Paris, couvrant de fait les motifs légitimes d'une manifestation qui refuse une loi globalisant la sécurité où l'élite républicaine se place au-dessus de la sécurité des concitoyens lambda. La France citoyenne est la victime expiatoire d'une police au bout du rouleau compresseur de nos gouvernants. La France ne fait plus nation quand son gouvernement gère le pays comme une ONG, une organisation non gouvernable. Les syndicats de police ont fait alliance pour s'indigner sur les plateaux télé du lynchage macroniste, reconnaissant que les délits de faciès sont pratiqués par des policiers zélés à excès. Et pendant ce temps, je constate que des policiers se pressent sur les plateaux pour constater les dégâts. Banques, commerces ou encore lieux de pouvoir, les violences urbaines sont celles-ci faites la plupart par des gosses de riches, le comble. Et la doctrine policière se résume ainsi. Que des salades, jets de tomates sur des forces de l'ordre ou des forces du désordre, ces derniers répondant à coups de lacrymo agissant comme des oignons à nos yeux avant de recevoir un pain dans la gueule. En 2 mots, ça s'appelle une Linda Kebab. Il ne suffit pas d'identifier ces fauteurs de troubles, il faut les arrêter et donc quitter les studios TV et faire son métier. Pensez pour Richard B ayant perdu les 5 doigts au cours de la manifestation et qui n'aura plus la main festive à cause d'une grenade de désencerclement. Sa résilience force le respect. Son avocat, maître Philippe de Veul, n'a pas fait preuve de veulerie auprès de son client. Très bon. Demain, les caméras piétons seront généralisées, globalisant notre, entre guillemets, sécurité. Michel Zecler, indirectement, a dignement succédé à Pierre Bellemare dans La caméra invisible, où la police de Pierre, Paul-Jacques Rouland, dans La farine, la preuve par l'image, les caméras piétons doivent être doubles. Pour plus d'équité et de justice, c'est ça notre sécurité. Et ça va barder pour vos matricules cachés. Salut, c'est Didier Raoult, c'est génial, attends, c'est génial, attends. Tu sais, je vais pas me faire m'exciter, mais tu sais, je vais faire souvent, je fais souvent des extrapolations scientifiques, mais j'ai mon propre vaccin. Attends, tu sais quoi, c'est la chloroquine. Fait tourner les serviettes. Excellent. Et on prend tous la chloroquine, et les fines bulles, ça me déprime. L'année 2020 s'enfuit. Et 2020, c'est l'année de la chloroquine. C'est exactement ça. Enfin... Comment ils se ressemblent en plus ces deux-là? Enfin, pour décompresser, on peut faire appel à David Rimbler et son efficiente académie. Si on passait un coup de fil, ça donnerait ceci. Bonjour et bienvenue à l'Efficiente Académie. Appuyez étoile pour avoir Nikos Eliagas. Pour avoir David Rimbler, tapez 1. Pour avoir Christophe Roux et sa voix de Barry ou Kabyle,
taper 2. Si vous voulez avoir... raccrochez, on n'a pas le temps pour les En conclusion, je salue les auditeurs pertinents du jour. Gamal, Nasser ont aimé les commentaires et les sucettes à Lanis. Bravo. La Courneuve nous a envoyé son shérif pour dénoncer le rail de DJ Nabil. Il veut sa Californie, mon shérif. C'est normal, mon shérif. On va faire ce que l'on peut. Comme au Blanc-Ménil et partout en France, ma speranza sera de vous retrouver la prochaine fois. Et d'ici là, comme le disait Valéry Giscard d'Estaing, au revoir. Je vous souhaite un bon choix, madame, un bon choix, mademoiselle, et un bon choix, monsieur. Au revoir. Merci, la belle histoire. Et rendez-vous très vite. Tu reviens quand, là? Ben, peut-être mercredi. Je suis pas D'accord, très bien. Merci à tous. Salut, bonne soirée dans un instant, cher Nalim et Jet. Et à demain. Ciao.